Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury exceptionnel spécial présidentiel. Nous allons vous interroger bien sûr. Même si vous avez vu, je vais rater le départ de la marche. Alors le départ de la marche est à 14h, donc nous vous remercions d'être là et vous marcherez vite, nous en serons certains. Alors première question, elle concerne ce que vient de dire Yannick Jadot qui vous a précédé et son jugement concernant la position de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de l'Ukraine et de Vladimir Poutine. Guillaume Roquette. Oui, Yannick Jadot nous disait que cette situation de non-alignement revendiquée par Jean-Luc Mélenchon était une forme de complicité avec Vladimir Poutine. Que lui répondez-vous? Je lui réponds que c'est une analyse injuste. Parce que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs lui-même, dès que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, a produit un communiqué de presse d'une clarté absolue sur la condamnation de l'acte d'agression de Vladimir Poutine. Et je peux vous dire, moi, personnellement aussi, à quel point je suis, et de longue date, en réalité, inquiète du régime de Poutine et de la volonté de puissance de mettre au pas tous les gouvernements et les peuples qui lui résistent, qui lui tiennent tête. Donc c'est un tyran qui a un projet politique extrêmement dangereux, y compris pour son propre peuple, dangereux pour les Ukrainiens et dangereux pour la paix en Europe, puisque nous voyons aujourd'hui les monstres de l'histoire du XXe siècle, justement, arriver au XXIe siècle. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur notre solidarité avec le peuple ukrainien qui subit les mômes et l'agression de Poutine, mais il y a un débat potentiellement sur la stratégie que nous avons à mener pour permettre de faire avancer la paix. Ce que nous disons, c'est que nous voulons entraîner le camp de la paix. Pour entraîner ce camp de la paix, et cela de longue date, pas simplement dans la crise ukrainienne, nous estimons que l'OTAN est un outil dépassé. Alors restons juste un instant. Mais c'est quand même l'OTAN. Clémentine Autain, juste avant qu'on poursuive sur l'OTAN, il y a plusieurs manières de faire, vous l'avez dit, plusieurs stratégies. Bien sûr. Il y a ceux qui condamnent les actions de Vladimir Poutine et aussi qui le qualifient. Est-ce que vous le qualifiez de criminel de guerre ou est-ce que vous estimez que tout cela est contre-productif parce que ça vient compliquer demain le rapport de force et les négociations avec lui? Je crois que Jean-Luc Mélenchon, comme d'ailleurs Emmanuel Macron s'en est expliqué l'autre jour sur l'émission où sur TF1, où ils ont eu le temps de le faire. À partir du moment où ils veulent diriger le pays, il y a des termes qu'il vaut mieux, d'un point de vue diplomatique, ne pas employer. C'était dictateur, là, c'est voilà, criminel de guerre. le terme de dictateur. Moi, je vais vous dire tyran, dictateur, criminel de guerre. Je ne suis pas là à ce jour candidate à la présidentielle et j'ai envie de vous dire que oui, on peut toujours discuter un morceau de terme dictateur dans un pays où les gens votent. Bon, voilà. Mais pour moi, c'est un homme extrêmement dangereux. C'est un tyran et aujourd'hui, effectivement, c'est un criminel de guerre. Vous dites Guillaume Roquette. Vladimir Poutine est dangereux pour les autres peuples. Mais justement, par exemple, et pour le sien aussi, j'insiste. Les peuples des Pays-Bas, le peuple polonais est heureux d'avoir l'OTAN pour les protéger contre Poutine. Et oui. Vous voudriez qu'on sorte de l'OTAN? Vous pensez que c'est efficace cette alliance? Non, je pense que cette efficacité n'est pas réelle. Elle est même contre-productive. L'OTAN aurait dû, à mon sens, cesser d'exister à partir du moment où on sortait de la guerre froide. L'OTAN a été créée dans le cadre de la guerre froide. À partir du moment où il y a eu la chute du mur de Berlin et qu'on est sorti de là, je crois que nous aurions dû refondre nos instances de sécurité collective et d'essayer plutôt, à l'époque, d'intégrer la Russie. Mais aujourd'hui, c'est pas l'OTAN qui protège faire. ces pays proches de la Russie comme les pays baltes? Écoutez, je ne crois pas, j'insiste, je ne crois pas que l'OTAN soit la solution. Alors après, à court terme... Pour l'Ukraine, c'était la solution, justement. Il revendiquait cette protection pour l'Ukraine, revendiquait cette protection de l'OTAN. C'est pour ça qu'il voulait y adhérer. Oui, je sais bien, parce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Si vous voulez, vous les mettez dans une situation qui est l'héritage dans lequel se trouvent les instances internationales aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que Vladimir Poutine a répondu à une provocation, à une menace, que l'OTAN constituait une menace pour la Russie? J'estime et nous estimons que Vladimir Poutine est responsable de la situation. Voilà, il est responsable de cette situation. C'est lui qui a produit un geste d'agression inouï et les bombes qui tombent aujourd'hui sur les Ukrainiens, et je veux dire à la fois ma profonde solidarité pour ce peuple qui est aujourd'hui massacré, où on a des images tous les jours qui sont des images effroyables, qui nous rappellent y compris ce que ça veut dire la guerre. Vous avez vu comme moi ces poussettes, ces 109 poussettes, cette image de 109 poussettes, c'est ça la guerre. En hommage aux la guerre, ça veut morts. dire que des civils, d'un seul coup, du jour au lendemain, basculent d'une situation où on peut sortir de chez soi, se projeter dans l'avenir, à une situation où même sortir de chez soi, on prend le risque de se prendre une bombe sur la tête et voire même en restant chez soi. Donc c'est absolument dramatique ce qui se passe avec des millions de personnes qui fuient
leur pays pour échapper à la mort. Donc moi, voilà, ma solidarité va aux Ukrainiens aujourd'hui qui sont en train d'être massacrés et aussi aux Russes, au peuple russe qui se lève contre Poutine. Et c'est pas rien de se lever contre Poutine parce que c'est difficile, vous le savez, il y a la censure, il y a la menace, c'est un régime très autoritaire. Et donc là aussi, je crois que nous avons besoin de nous appuyer sur cette partie de la population qui réussit à tenir tête à Poutine. Et donc après, à l'échelle internationale, je vous dis que l'OTAN, pour moi, n'est pas la solution. Et depuis longtemps, on ne peut pas nous reprocher. Nous avons cette position qu'il faudrait d'abord renforcer l'ONU parce qu'il y a un grand absent, je trouve, dans le débat géostratégique et dans les propositions qui sont faites partout, c'est qu'au fond, se dire qu'on aurait besoin d'un ONU renforcé, refondu, n'est pas du tout à l'ordre du jour, ce que je regrette. Alors il y a des sanctions européennes, il y a aussi ce qu'on appelle les sanctions du quotidien, les sanctions peut-être citoyennes. Marie-Pierre Haddad. Oui, on voit vraiment sur les réseaux sociaux un mouvement de boycott contre les entreprises françaises, notamment Total, qui est en train de naître. Il y a quelques minutes, Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, a lui appelé les Français qui le peuvent à boycotter les stations-service. Est-ce que vous faites le même appel aux Français ? Nous, ce que nous disons sur les sanctions économiques, c'est déjà de commencer à vraiment mener la bataille contre les oligarques. Et d'ailleurs, j'écoutais Bruno Le Maire tout à l'heure nous expliquer qu'ils avaient pris 2 yachts. Alors jusqu'ici, on expliquait un yacht, 2 yachts. Un demi-milliard je pense qu'on n'est pas financière. Voilà, mais je pense qu'on n'est pas au bout de ce qu'on peut faire déjà pour essayer de sanctionner au plus proche, si vous voulez, de Vladimir Poutine lui-même et en essayant d'épargner les peuples françaises par rapport à Total. Est-ce qu'il faut boycotter les stations-service ? Non, mais écoute, vous n'avez pas demandé aux Français d'aller boycotter les stations-service. Yannick Jadot, lui, le fait, par exemple. Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est tout à fait la solution là, dans la crise que nous traversons. Je pense qu'on a besoin de mettre le paquet sur la diplomatie, qu'on a besoin de mener ces sanctions économiques très fortement. Est-ce qu'il faut se priver du gaz russe, par exemple, Clémentine Autain ? Si on était, là pareil, si on était un peu plus indépendant. Bruno Le Maire ne l'a pas exclu. Si on était un peu plus indépendant, déjà. Parce que nous sommes très dépendants et c'est un des problèmes de cette folie du commerce international qui est un espèce de grand marché où, c'est une aberration écologique. Ça voudrait dire des sacrifices, c'est une aberration mais on le fait. C'est une aberration écologique, cette folie internationale, et on se rend compte que dans les cadres de rapports de force avec certains pays qui contreviennent au droit international. Comme aujourd'hui on ne l'est pas, Clémentine Autain, la question c'est de savoir si on doit d'une certaine manière se faire nous-mêmes violence en acceptant des conséquences sur notre économie. Ça vaut sur l'économie européenne. Mais il y a déjà des conséquences en réalité. Il y a déjà des conséquences. Et donc on ne va pas Vous avez vu le prix de l'essence, il y a déjà une conséquence. Le prix de l'essence qui explose et c'est sans doute que le début. Donc notre dépendance à d'autres économies, le fait que nous ne soyons pas autonomes, souverains, oui, pose en effet des problèmes. Donc moi, ce que je crois, c'est que nous avons besoin de la diplomatie pour faire de la diplomatie du rapport de force avec Vladimir Poutine, ce qui suppose en effet des sanctions économiques, ce qui suppose d'aller parler aussi à d'autres pays que ceux qui sont aujourd'hui, qui ont clairement pris position. C'est ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, les sanctions économiques, parler, maintenir le dialogue, parler plus largement. Vous soutenez la démarche du chef de l'État ? Je pense que nous n'avons pas la même vision géostratégique de moyen et de long cours. Ça, c'est clair. D'ailleurs, regardez la position sur l'OTAN. Vous voyez, ça n'est pas la position d'Emmanuel Macron. Voilà, donc il y a des différences stratégiques. Maintenant, il n'y a pas forcément des différences sur tout. Et c'est l'honnêteté politique aussi que de le dire. On en vient au programme où là, il y a des différences visiblement sur tout. Sur le reste, oui, nous avons des positions clairement opposées. Sur la fonction publique, programme qui a été justement financé, en tous les cas. Jean-Luc Mélenchon en a chiffré. Merci Guillaume Roquette. Donc je vous passe la parole, Guillaume Roquette. Oui, le programme de Jean-Luc Mélenchon prévoit la création d'1 million d'emplois publics. Où voulez-vous créer ces emplois et combien ça coûte ? Alors, le chiffrage, j'invite tout le monde à le regarder. Il est très transparent puisque nous avons fait une émission entière de l'insoumission sur le chiffrage de toutes nos propositions. Donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent vraiment à aller regarder mesure par mesure comment nous finançons. Une émission que vous avez vous-même organisée, je précise, c'est pas sur un média. Voilà, c'est pas sur un plateau télé, mais qu'on a nous-mêmes organisé, qui se trouve très facilement sur les réseaux sociaux, et pour avoir des réponses sur chacune des mesures. Mais vous savez qu'on est capable de dégager beaucoup d'argent, parce qu'à partir du moment où on va réquisitionner des dividendes, où on va taxer davantage les hyper riches, nous allons réussir à faire rentrer dans le giron des pouvoirs publics, et donc dans la mise en commun de richesses, des milliards et des milliards, là où Monsieur le maire nous expliquait
le programme de M. Macron, il veut faire exactement l'inverse, puisqu'il s'agit toujours d'alléger plus encore les impôts des hyper riches, les cotisations des grandes entreprises, et puis ensuite d'aller faire les poches de ceux qui sont dans la galère des plus les impôts pauvres. des hyper riches, il Bien sûr baisse que oui. l'impôt pour non, en l'occurrence, son argument, c'est de dire que quand il décide de pour toutes les catégories. Quand il décide de supprimer la CVAE, c'est concret, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est un cadeau aux entreprises. Quand il décide, par exemple, d'élever l'abattement pour l'héritage. Bénéficier à l'emploi et à l'investissement dans l'économie. Quand vous passez de 100 000 à 150 000 sur l'abattement de l'héritage, ça veut dire que ce sont, encore une fois, ceux qui ont le plus d'argent qui vont être... Sinon, le ministre dit, et Oui. Macron aussi, que les entreprises partent si elles payent trop d'impôts. Sûr, ça, vous n'y croyez bien pas. sûr. Non, on n'est pas du tout dans cette logique. Nous ne pensons pas à cela. Nous pensons d'abord qu'on devrait... Un chef d'entreprise y compare de manière assez Mais simple. il y a plein vous savez qu'il y a les activités les plus essentielles dans notre pays ne sont pas délocalisables. Et nous avons même un enjeu à relocaliser beaucoup d'activités qui sont aujourd'hui exportées pour faire un grand déménagement du monde qui est très coûteuse sur le plan environnemental, très coûteuse aussi en matière d'emploi. Donc tout ça ne va absolument pas. Et nous, si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est que nous mettrons le paquet pour ces activités dont vous parliez, Monsieur Roquette, sur l'économie sociale et solidaire, par exemple. Parce que l'économie sociale et solidaire, elle n'a pas pour but de favoriser le profit, elle est dans une logique qui est une logique de servir des biens communs, de se rendre utile. Et à l'intérieur de l'entreprise, l'économie sociale et solidaire est pour nous aussi un modèle parce que les écarts de salaire, ils sont très faibles, en général de 1 à 3. Et donc c'est par exemple un secteur que nous voulons considérablement valoriser, aider, privilégier même dans la commande publique. Et ensuite, vous nous parliez donc de ces emplois qu'on veut créer. C'est très simple, hein, Monsieur Roquette. On a vu le scandale avec les EHPAD. Bon, vous allez tous être d'accord avec moi qu'il y a un petit problème. Il faut donc développer un secteur public d'accueil du 4e âge. 50 000 emplois, dit Emmanuel Macron cette semaine, pour les EHPAD. À mon avis, il en faut beaucoup plus. Puis surtout, combien je n'ai pas de chiffre là précis, mais vous en avez tout cas... tout chiffré, c'est pour ça que je vous Oui, mais moi, vous savez, je ne suis pas une machine à retenir 25 milliards de chiffres et je pense que ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ce n'est pas question pour un champion. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on veut arrêter, supprimer le caractère lucratif de ce service. Voilà, ça, c'est stop. Et ensuite, faire en sorte qu'il y ait une solution pour chacune et chacun arrivé au 4e âge. Pareil pour les 0 à 3 ans. Les EHPAD privés. Pas que nationaliser. Vous voyez, lisez bien ce que nous disons. Non, mais est-ce qu'il faut les nationaliser? Mais est-ce qu'il faut les nationaliser? Pas que. Je suis en train de vous dire pas que. Nationaliser celles qui sont lucratives, oui. Mais pour répondre, il n'y en a pas assez. Donc pour répondre, pour moi, ça n'est pas que pour nous, ça n'est pas que la nationalisation. On sait que dans le secteur, dans l'économie sociale et solidaire, je reviens, mais aussi dans le secteur associatif, beaucoup sont capables de mener à bien ces missions-là. Et donc, il peut y avoir des délégations. Donc moi, je ne suis pas pour que tout, comme pour le service public d'accueil de la petite enfance, c'est pas forcément à chaque fois, voilà. Mais les services publics qu'on veut développer, c'est aussi, par exemple, le service public de la réparation. Vous voyez, réparation, réemploi. Il y aura un service public de la réparation. Moi, je pense que nous avons besoin, en effet, d'un service public de la réparation. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, quand vous avez... Non seulement il faut s'occuper des garanties, celles et ceux qui nous écoutent. De l'électroménager, par exemple. Mais il n'y a pas que l'électroménager, le bricolage, tout, même les vêtements. Maintenant, vous achetez des vêtements et vous vous rendez compte qu'au bout d'une semaine, vous avez un bouton qui tombe. Enfin, je veux dire. Donc ça pourrait être l'objet d'un service public. Écoutez, oui. Je pense que la question de savoir à nouveau, d'avoir un nouveau des lieux privés qui vont mettre la clé sous la porte. Non, c'est pas des entreprises privées. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du SAV aujourd'hui. Vous le savez. Le SAV. Et réinvitez-moi quand vous voulez sur le SAV, parce que dans le SAV, il y a quand même beaucoup à dire. Oui, je pense que nous avons besoin d'investir dans le réemploi. De la même manière, nous avons besoin d'investir dans la rénovation thermique, puisque les passoires thermiques, c'est pas Monsieur le maire qui a réussi à régler le sujet, puisque sur le quinquennat, je crois que c'est à peu près 2600 passoires thermiques qui ont concrètement, qui sont sorties de cet état. Donc vous voyez, c'est une goutte d'eau, mais vraiment une goutte d'eau. Donc quand vous nous demandez où est-ce qu'il y a des emplois utiles, je vous dis que dans la transition écologique que nous voulons conduire, ce sont de très nombreux emplois. Dans les métiers du soin et du lien, ce sont de très nombreux emplois. Et donc, ce qu'on veut, c'est réorienter l'ensemble de l'économie
pour qu'elle réponde à nos besoins véritables et non pas aux besoins artificiels de ceux qui sont produits par la logique capitaliste. Et vous voulez de meilleurs salaires. Adrien Jeanne, Ah oui. Justement, sur ce sujet-là, dans la présentation du programme d'Emmanuel Macron cette semaine, on a bien compris que l'horizon, globalement, c'était de travailler plus, ce qui permettait de gagner plus. C'est un slogan qu'on connaît. Pas avec le RSA, monsieur Jeanne. Par exemple, parlons des profs. Les profs, Emmanuel Macron nous dit, ils peuvent s'emparer de nouvelles missions, par exemple accepter de remplacer leurs collègues absents, et ils seront rémunérés en conséquence, ils seront globalement rémunérés au mérite. Cette idée que les professeurs soient mieux rémunérés, c'est une idée qui vous parle ? Oui, d'autant plus que je vous signale que les enseignants font partie, en France, des enseignants les moins bien rémunérés de tous les pays de l'OCDE. Donc pour le coup, là, Emmanuel Macron va dans le bon sens. Non, il va dans le bon sens. Non, absolument pas. D'abord parce que ça fait 5 ans qu'il n'a pas dégelé le point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les enseignants en particulier. À la bonne heure, à 4 semaines des élections, il nous explique, tiens, hop, ça sort du chapeau, il va parce augmenter. Qu'il y a une inflation là. Oui, juste, mais on aimerait que ce soit au-delà de l'inflation, parce que comme ça fait 2 décennies, ils ont perdu 20% de pouvoir d'achat en un temps absolument record, les profs. Les enseignants. Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte, mais la paupérisation dans le monde enseignant, c'est quelque chose de considérable. Et donc, Or là, de leur confier une nouvelle mission pour qu'ils gagnent davantage. Oui, alors il va un petit peu légèrement augmenter, et certainement pas rattraper le retard. Et en prime, il leur explique que s'il fait ça, ce sera d'abord un peu à la tête du client et que c'est pour leur donner du travail en plus. Je ne crois pas que le corps enseignant puisse être satisfait des propositions d'Emmanuel Macron. On a même plutôt le sentiment qu'il veut importer les normes des entreprises libérales à l'intérieur de ce secteur si important. Donc ça, c'est pour les profs. De la fonction publique. RSA, il dit aussi, on va remettre le pied à l'étrier grâce à des formations qui seront certes une sorte de donnant-donnant. On vous donne le RSA, vous vous formez, et demain, vous aurez plus de chances de retrouver un emploi. 15 heures Alors, par semaine. moi, j'ai bien entendu pédaler dans la semoule, en vérité, Bruno Le Maire, tout à l'heure, sur le RSA. Pédaler dans la semoule, il n'arrivait pas à s'en sortir. Parce que c'était très clair ce qu'a dit le président de la République. Il s'agit de faire travailler, sans augmenter le RSA, de 15 à 20 heures les personnes qui sont au RSA. Voilà. Oui, mais il dit que c'est un service à rendre aux gens qui sont au RSA parce que ça les ramène vers l'emploi, cette activité ou cette formation. Et alors pourquoi on ne les paye pas correctement au SMIC comme les autres? Qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on va sous-rémunérer? Vous savez que 65% des gens qui sont au RSA sont sous le seuil de pauvreté. Et vous allez expliquer à ces gens-là que non seulement ils vont être sous le seuil de pauvreté, mais en plus, il va falloir qu'ils aillent faire des travaux forcés. Mais parce que je vois pas ce que ça va être d'autres. Des travaux forcés. Écoutez, ça va être une obligation de travail. Est-ce qu'ils vont avoir le choix? Ou de formation? De formation. Alors, il a parlé, monsieur le maire, tout à l'heure, j'ai bien écouté, beaucoup de l'accompagnement, qu'il y avait des situations qui étaient très différentes. Vous avez vu dans le plan du président de la République le moindre investissement à Pôle emploi ou dans d'autres secteurs sociaux qui permettent humainement d'accompagner au cas par cas ces personnes qui sont si éloignées de l'emploi? Rien. Strictement rien. Alors comment il va régler le problème? Comment on fait? C'est de l'humain, ces histoires-là. C'est de l'humain. Donc il peut nous dire, ah mais moi je connais, etc. Mais si au bout d'un moment, il nous dit, on va les obliger à travailler 15-20 heures, il n'y aura pas de personnel pour les accompagner, moi j'appelle ça, franchement, du travail forcé. Du travail forcé. Bon, moi, écoutez, à 7 euros de l'heure, non mais à 7 euros de l'heure, à 7 euros de l'heure. Nous, non seulement... Vous savez à quoi ça fait référence? On imagine ce qui se passe par exemple dans des prisons américaines où on a des détenus qu'on met chez nos pieds pour aller balayer des rues, par exemple. C'est même le président du Secours catholique. Donc vous reprenez ce que vient... Oui, ils disent ce qu'a dit le président considérés comme des délinquants, c'est ce que vient de nous dire Yannick Jadot. Exactement, qu'ils sont considérés comme des délinquants, et c'est toute une idéologie de la droite qui est là, que nous reconnaissons bien, c'est-à-dire que quand on a en pleine crise des milliards de profits qui sont dégagés et que le président de la République se refuse à taxer, ça ne pose pas de problème. Eux, on ne les regarde pas comme des délinquants. Et ceux qu'on va traquer, et c'est le programme de M. Macron, ce sont celles et ceux qui aujourd'hui sont dans la galère. Et on en parle de la hausse du SMIC. Nous, on propose de revaloriser le SMIC à 1 400 €. Ça aiderait d'ailleurs pour l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ça fait combien, pardon? Mais c'est pas ça, on le chiffre pas puisque c'est pas une histoire. Combien ça coûterait aux entreprises? Mais ça marche pas comme ça. Vous pouvez pas raisonner comme ça. Pourquoi? Ça ne coûte pas à l'État. Quand vous me demandez de chiffrer, je veux bien vous donner. Combien ça coûte pour les entreprises, parce que quand même vous devez le reprendre en considération, ce que ça peut coûter aux entreprises. Oui, mais je crois qu'on raisonne pas de la même manière. C'est parce que ça coûte. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça coûte aux entreprises. Ça dépend auxquelles. Ça dépend quelles entreprises. Celles qui ont des salariés au SMIC et que vous augmentez. Combien ça va leur coûter? C'est normal qu'un gouvernement et qu'un président de la République, en l'occurrence, sache ce qui va être imputé aux entreprises en termes d'augmentation du SMIC, pour voir si ça peut obérer un peu leur chiffre d'affaires. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous donner. Je pense que votre demande n'est pas justifiée, au sens où, quand vous avez une grande entreprise du CAC 40
si elle augmente à 1 400 € le SMIC. Bon, il va falloir en effet qu'elle trouve de l'argent. Donc ça ne va pas lui coûter, c'est juste qu'elle va peut-être être contrainte de donner un peu moins aux actionnaires en termes de dividendes et un peu plus à leurs salariés. Donc c'est pas qu'est-ce que ça va leur coûter. Vous voyez, votre logique, c'est celle du coût du travail. Eh bien moi, le coût du travail, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le problème, c'est le coût du capital. Et c'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans votre logique. Il n'y a pas de combien ça coûte aux entreprises. Maintenant, j'entends que pour des TPE ou des PME, on peut imaginer que le passage, en effet, le fait d'élever les salaires peut parfois poser un souci. Mais comme nous allons réviser la fiscalité des entreprises pour qu'elle soit moins prégnante pour les petites entreprises et qu'elle soit plus clairement contraignante pour les grandes entreprises, eh bien vous aurez des péréquations qui vont aider à amortir justement cette hausse du SMIC. Jean-Luc Mélenchon est à 13%. Notre sondage BVA pour Orange et RTL, pour l'instant, il n'est pas en mesure de se hisser au second tour des questions des internautes. Pour l'instant, en tous les cas, 13%. Tout est dans pour l'instant. Ah justement, mais comment il fait pour gagner les 5 points? Il nous reste 3 semaines de campagne et nous sommes en dynamique. Roussel, le candidat communiste. Est-ce que vous discutez avec Fabien Roussel, le candidat communiste? Ça nous arrive de discuter avec Fabien Roussel. Vu qu'il lui faut à Jean-Luc Mélenchon 5% restants et que Fabien Roussel est estimé à 3,5%. Je vais vous dire ce que je pense sincèrement, c'est que si on veut construire fort notre dynamique, il faut d'abord qu'on s'adresse à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont soit dégoûtés de la politique, soit désespérés de l'état de la gauche en se disant ils ne peuvent pas gagner, ça ne sert à rien, etc. Donc moi, c'est à eux et à elles que je veux d'abord m'adresser. C'est entre leurs mains, notamment dans le monde populaire, des gens qui peuvent se dire à un moment donné, oui, ça vaut le coup, oui, il peut être au second tour. Et déjà, si il est au second tour, Jean-Luc Mélenchon, l'ambiance du pays aura totalement changé. On arrêtera de nous parler immigration et voile toute la journée et on pourra enfin discuter des questions de salaire, de partage des richesses et de partage des temps de la vie. Cette situation-là, que faites-vous dans le cadre d'un duel Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour? Moi, je ne fais pas de la politique fiction, donc on vous dira le moment venu. Spontanément en disant le Front républicain, on vote pour le... Là, pour vous, c'est pas si évident que ça, Clémentine Autain. Non, on vise pour l'instant d'être en tête de la gauche et de gagner cette élection. Qu'est-ce que vous avez fait en 2017? Puisque c'est un scénario qui s'est produit en 2017, Macron-Le Pen. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est-à-dire vous personnellement, vous avez voté quoi? Pas une voix pour l'extrême droite. Non, donc mais écoutez, vous connaissez notre programme. Donc vous avez voté pour... Vous avez le moindre doute, franchement, ici. Là. Vous avez le moindre doute sur le fait que nous ne serons pas dans la bataille contre l'extrême droite. Mais parce que vous vous souvenez nous y serons. Mais si votre question, c'est me demander si je vais soutenir Emmanuel Macron, excusez-moi, mais voilà, c'est pas le même sujet. Vous avez voté pour lui au second tour s'il est face à Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Nous ne sommes pas le soir du premier tour, mais vous inquiétez pas, vous nous entendrez. Merci Clémentine Autain d'avoir été notre invitée. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce grand jury exceptionnel. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.